Fernand Dubuis, 1908-1991, arrêt sur image du 6 mars 2021 par Christophe Floubacher. Bonjour et bienvenue à l'occasion de ce 10e arrêt sur image dédié à une œuvre de la collection d'art de la commune de Savièse. Aujourd'hui, nous nous intéresserons spécifiquement au peintre Fernand Dubuis, un peintre particulièrement intéressant puisqu'il nous montre que l'on peut transiter de la figuration à l'abstraction sans violence. La transition se produit en effet doucement, c'est une inclination naturelle, un glissement qui fait apparaître l'abstraction comme l'aboutissement de la figuration plutôt que son contraire. 3 œuvres du peintre sises à Savièse seront à l'ordre du jour. 3 aquarelles sur papier, datées toutes de 1950 environ, Rivage de la Frise, Pouzol et Concarneau. Après avoir suivi les cours de l'école cantonale de dessin et d'art appliqué de Lausanne, Dubuis s'installe à Paris dès 1930 et fréquente les ateliers de Roger Bissière et Maurice Denis. Lors d'un séjour à Venise en 1935, il se lie d'amitié avec Raoul Dufy et Albert Marquet. Dans les années 50, il s'installe en Provence et se tourne vers la peinture abstraite, à l'exemple de Serge Poliakoff, Victor Vasarely et Jean Desrolles, tous 3 établis à Gordes. La grande originalité de Fernand Dubuis aura été toutefois de ne jamais renoncer totalement à la figuration, de combiner formes abstraites et formes concrètes en de savants entrelacements, l'abstraction se profilant comme une archéologie du réel et comme sa matrice. De tous les artistes que l'écrivain et critique d'art valaisan Maurice Zermatten a défendu et célébré dans ses nombreuses monographies, Dubuis est peut-être celui qui a le mieux incarné cette maxime à laquelle Zermatten tenait tant: ce que la peinture refuse, c'est la ressemblance. Voyez ce tableau peint en 1982. C'est en soi une abstraction pure, composée d'un fond bicolore gris et brun foncé sur lequel se déploient des formes hémicirculaires, sombres au premier plan, qui vont s'éclaircissant au fur et à mesure, générant du même coup un effet de profondeur et de volume. Le tableau s'intitule Biarritz. Aussitôt, l'abstraction s'enrichit par la grâce de cette référence topographique qui nous propulse sur les plages de l'océan Atlantique devant les rouleaux de vagues qui s'exténuent contre le rivage. De fait, Fernand Dubuis rassemble toutes les paroles et toutes les images et tous les souvenirs auxquels renvoie cette cité du golfe de Gascogne. Il les circonscrit dans une abstraction qui les résume toutes, qui les synthétise toutes, qui les contient toutes. Comme si Biarritz, avant toute chose, par-delà son tourisme, ses hôtes VIP, son histoire, son architecture, c'était d'abord l'eau, la mer, l'océan. Voyez le titre des 3 tableaux à l'examen. Au plus fort de sa période résolument abstraite, Fernand Dubuis ne se départit pas d'une référence de nature topographique, en l'occurrence ici la Frise, cette région du nord-ouest de l'Europe, sur le littoral de la mer du Nord. Ici la ville de Pouzol, en Italie, à l'ouest de Naples en Campanie, une cité connue dès l'Antiquité à cause de la grande activité volcanique à proximité. Et ici la ville de Concarneau, en France, dans le département du Finistère, région de la Bretagne, sur le littoral atlantique. Une cité célèbre pour sa ville close, située dans un estuaire. Et vous aurez noté que les 3 sites ici présents combinent la mer et la terre. Il est bien évident, dès lors que Fernand Dubuis fait sienne cette formule de Maurice Zermatten, ce que la peinture refuse, c'est la ressemblance, il est donc bien évident qu'on ne devra pas chercher à retrouver dans les 3 tableaux évoqués ci-dessus des références formelles ou chromatiques directes avec la Frise du Nord, avec Pouzol en Campanie ou encore avec Concarneau en Bretagne.
Dubuis n'a pas copié ces sites. Il les a vus, il les a admirés peut-être, et il en aura extrait là encore une essence, une formule, une substantifique moelle. Qu'on en juge à travers ces 3 sites qui confrontent en une symphonie des contraires l'élément liquide, la mer ou l'océan, et l'élément solide, la terre. Or ce sont 2 éléments dont les frontières labiles entrent en communion avec l'aurore et le crépuscule, la lumière et l'obscurité, la chaleur et la fraîcheur, le flux et le jusant, le solide et le liquide, la nature et les hommes, le bas et le haut, le céleste et le matériel, le voyant et le visible, toutes choses exprimées chez Dubuis par la seule couleur, tour à tour, froide ou chaude, perméable ou imperméable, clair ou sombre, ferme ou liquide. On pourrait procéder de même avec nombre de toiles résolument abstraites de Ferdinand Dubuis, mais dont la référence topographique dans le titre invite le spectateur à reconsidérer la toile et à l'orienter par une légère et subtile inflexion là où Dubuis voudrait nous conduire, c'est-à-dire vers l'abolition des frontières. Dans un langage plus philosophique, nous n'hésiterions pas à dire que l'abstraction n'est rien d'autre en définitive que l'aboutissement de la dialectique platonicienne qui vise à s'élever du réel sensible vers son essence. Et voici le Tertre, allusion au château du Tertre, ancienne demeure de Roger Martin du Gard, l'écrivain célèbre, auteur du roman fleuve Les Thibauts, chez qui logea le peintre. Voici un hommage à Courbet qui paraît intéressant, Courbet étant, à tort ou à raison, considéré comme le pape du réalisme. À bien y regarder, la référence à Gustave Courbet se précise. Observez cette masse rouge-orangée au centre de la toile. Ne dirait-on pas un nu couché sur le dos à la façon de l'origine du monde, cette toile fameuse et controversée du maître d'Ornans? Et depuis que nous sommes accoutumés aux splendides prises de vue de la Terre par le photographe Yann Arthus Bertrand, comment ne pas voir ici semblable vue plongeante de la Terre prise depuis le ciel? La Terre comme une mosaïque de couleurs. Bassin de rétention d'eau en Espagne, salines de la Camargue, nappe de pétrole échappée d'un super-tanker en détresse au large de la Bretagne, ou encore fjord norvégien au plus profond des terres du Nord. Même remarque ici, qui consacre le pouvoir fascinant de la couleur. Elle n'est pas un ornement à l'intérieur d'une forme déterminée, elle est constitutive de la forme, elle est cette forme elle-même. Voici Saint-Tropez, son dédale de ruelles, son animation colorée à la base du tableau, à quoi s'oppose en haut du tableau la frise du bord de mer, de la plage et de la Méditerranée. Voici selon nous le chef-d'œuvre le plus représentatif d'une transition douce de la figuration à l'abstraction, Sion, Valère et Tourbillon. La vue frontale et monumentale de la ville frappe non seulement par son architecture sobre et rigoureuse, mais aussi par l'indécision savamment entretenue entre figuration et abstraction. On identifie sans peine la tour des sorciers, la cathédrale Notre-Dame, l'église Saint-Théodule, l'hôtel de ville, Valère et Tourbillon, ainsi que diverses bâtisses caractéristiques de la ville de Sion. Toutefois, les édifices, exempts de détails, sont réduits à l'état de silhouettes colorées ou de cubes, à la manière des paysages précubistes de Georges Braque.
La ville enfin se détache d'un fond indéterminé, constitué de touches renflées et dynamiques, au sein desquelles se devinent confusément des simulacres de montagnes empanachées de nuages. Sion, Valère et Tourbillon, est une épure de paysage urbain, reconnaissable certes, mais dépouillé et libre de toute perception subjective, par quoi souvent le spectateur s'accroche à une œuvre d'art. C'est un tableau qui commence par ressembler à de la peinture. Examinons à présent une œuvre charnière, cette route de Versoix non datée, où Dubuis radicalise le paysage en l'assujettissant à une géométrie, encore lâche, certes, mais qui vient épurer la composition, la réduire à la sobriété que réclame toute superstructure, toute architecture, dont les plans dévoilent la somme d'échafaudage, si l'on veut, par quoi tout tableau se construit et se dévoile sous nos yeux. Et voici qu'on entre désormais dans l'or de la peinture de Fernand Dubuis, dans cette abstraction élémentaire, ramassée, qui dit tout avec une économie de moyens extraordinaire. Philosophie de l'épure, sagesse ultime du vieux sage hindou, chinois ou encore japonais, qui résume la complexité de l'univers ou la richesse d'une vie entière, d'une seule métaphore, d'une seule formule. Admirons ici comment la surface noirâtre, posée sur la zone éclaboussée du soleil orangé d'une fin d'après-midi d'été, comment cette tache noirâtre compose à nos yeux l'ombre de cette forme grise qui entre alors en lévitation, nous fait ressentir l'apesanteur, le grand vide sidéral, le royaume cosmique, ou plus simplement, ranime ce rêve que nous faisons tous au moins une fois de voler au-dessus des contingences. Et avec ce vol de gerfaut, cependant que le manteau violacé de la nuit pointe à l'horizon, vibrionne en nous le sentiment de la liberté. Et tout cela avec du violet, de l'orange, 2 ou 3 taches, point final. Et pour conclure cette prose poétique de Jean Tardieu, mise en regard avec des aquarelles de Fernand Dubuis, dans un recueil sublime intitulé « C'est-à-dire ». Où le bruit qui n'est pas entendu, où les couleurs légères de l'averse que le soleil dispense à l'ennui du littoral, lorsque tout espoir et tout mal évanoui, le sable. Entonne le tumulte, les cris, les rires, la blessure et le silence même, dans une tête aux dents serrées, inutile témoin sur l'astre feu, lentement refroidi d'être là. Et ainsi, et toujours, si vous voulez que je m'arrête, donnez-moi le mot, sinon sans fin, je continue. Voilà. À bientôt.